On retrouve Florent Machabert pour ce premier numéro d'après 9 juin 2024. On se souviendra tous de ce qu'on faisait le 9 juin à 21h, heure où Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et en fait, ça tombe bien puisqu'on a décidé la semaine dernière qu'on parlait de la PAC, de la politique agricole commune, et qui est un sujet éminemment européen. Est-ce que tu peux nous redire en 3 mots, c'est quoi la PAC, Florent? Alors la PAC, effectivement, politique agricole commune. Donc, on peut mettre la première diapo parce que c'était là-dessus que j'allais introduire. Donc, c'est une politique historique qu'on retrouve dans le traité de Rome en 1957, même si cette fameuse politique agricole commune n'est rentrée en réalité en vigueur, pardon, qu'à partir de Lapsus. 1962, voilà, 62. Et puis, c'est adjoint à partir du Conseil de Berlin, Conseil européen de Berlin de 1999, un deuxième pilier. Donc, je vais repréciser tout ça. Historiquement, la PAC, entre 1962 et 1999, ça consistait en une seule chose, c'était de la régulation publique, c'était du contrôle des prix, c'était des subventions, notamment à l'exportation pour les exploitants des pays membres. Et puis à partir de 1999, on a rajouté un petit pilier, on va voir que ça pèse aujourd'hui à peu près un quart des aides de la PAC, qui est dédié au développement rural. Alors derrière chacun de ces deux piliers, on trouve un fonds européen. À partir de 1962, c'est le FEOGA en réalité qui a changé de nom en 2007, qui est devenu FEAGA. Enfin, l'acronyme signifie Fonds européen. Alors quand c'était FEOGA d'orientation et de garantie agricole, et là maintenant c'est Fonds européen agricole de garantie. Bon, si vous voyez une différence, vous m'expliquerez. L'idée, c'est d'apporter un soutien de plus en plus direct aux agriculteurs et de financer des mesures de marché, comme notamment des prix planchers, on va en reparler, ou des subventions à l'exportation qui petit à petit disparaissent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mesures de marché d'un côté. Puis il y a les aides aux revenus, qui sont ces paiements directs aux agriculteurs, qui ont tendance à prendre une place de plus en plus importante. Et puis de l'autre côté, on a le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui lui cible tout autre chose. On le verra tout à l'heure, mais c'est essentiellement de la modernisation d'exploitation agricole, du développement local, etc. Euh, voilà les deux piliers historiques, mais qui sont, on va le voir dans la diapo d'après, très déséquilibrés, puisque, bon, la PAC, on l'avait dit, je crois, il y a 2 émissions, c'est à peu près 60 milliards d'euros de budget annuel, et on voit que le pilier 1, je l'ai mis en bleu, le pilier 2, je l'ai mis en orange, Ah euh, oui, ou en jaune. Tout à l'heure, il y a du oui, jaune. Pour moi, c'est pas la c'est même du chose. jaune, c'est du jaune, c'est du jaune, oui. Alors, c'est du jaune. Et donc, on voit que ce pilier 1, donc toutes ces aides aux revenus et ces mesures de marché, donc ça représente 75% de la PAC. Mais on voit que c'est non seulement très déséquilibré entre le pilier 1 et le pilier 2, 75% d'un côté, et puis le pilier de développement rural, 24%. Mais on voit qu'au sein de ce pilier 1, donc de garantie du revenu, sont essentiellement, en tout cas aujourd'hui, on va voir comment ça a évolué depuis le milieu des années 80, mais sont essentiellement des aides aux revenus, donc des paiements directs aux agriculteurs. Et à l'intérieur de cette première colonne, donc c'est 40 milliards d'euros à peu près par an pour les 27, on regardera tout à l'heure ce que touche la France, sur ces 40 milliards d'euros annuels, eh bien 85% de ces aides se font en fonction de la surface des fermes. Donc, quand je parlerai tout à l'heure de primes à la grande taille pour pouvoir bénéficier de la PAC, je fais référence explicitement à ces aides aux revenus qui, pour l'essentiel, dépendent de la taille de la superficie exploitée par les agriculteurs, indépendamment d'ailleurs de ce qu'elles produisent. Donc concrètement, dans ces aides aux revenus, pour 85% d'entre elles, plus la ferme d'un agriculteur est grande et plus il touche d'aide. Je prendrai des exemples tout à l'heure pour être très concret. Les 15% d'aides restants, toujours dans ces aides aux revenus, eh bien, ce sont des aides en fonction de la production. Par exemple, si vous êtes éleveur, ça va dépendre du nombre de têtes de votre élevage bovin ou caprin ou ovin ou que sais-je. C'est ce qu'on appelle aussi les aides couplées, c'est-à-dire on vous aide en tant qu'exploitation, mais on vous aide pour une production en particulière.
Et puis, il y a autre chose dans ces aides aux revenus, dans ce volet-là. Il y a toute la rémunération des agriculteurs pour les services non marchands, appelons-les comme ça, qu'ils peuvent rendre, comme l'entretien d'espaces naturels, le fauchage des bas-côtés des routes dans les zones rurales, etc. Ça, c'est inclus dans ces 71%, ces 40 milliards annuels d'aide aux revenus. Ensuite, dans les mesures de marché, donc ça ne représente plus que 4%, mais historiquement, dans la PAC, ça a pesé très lourd, c'était l'essentiel. C'est tout ce qui, aujourd'hui en tout cas, relève de prix planchers pour certaines productions. J'ai regardé les prix planchers aujourd'hui décidés par l'Union européenne. Ça concerne le blé dur, le blé tendre, l'orge, le maïs, le riz, la viande bovine, le bœuf et le lait écrémé en poudre. Vous allez voir pourquoi en poudre. En fait, c'est toutes ces productions que l'UE achète dès lors qu'il y a un excédent d'offres sur le marché pour le revendre plus tard et donc pour empêcher que le prix ne baisse trop. Voilà l'idée d'un prix plancher, c'est très soviétique comme mesure. On est dans de la régulation de marché. Alors on pourrait se réjouir que ça ne représente plus que 4% si en réalité il n'y avait pas eu ce jeu de bascule de mesures de marché vers finalement un carnet de chèques directement avec des paiements directs aux agriculteurs. Dans ces mesures de marché, il y a aussi des aides au stockage, notamment ça concerne le sucre, l'huile d'olive. Donc là, l'Union européenne donne des aides aux agriculteurs, aux exploitants qui rencontreraient des difficultés pour stocker des denrées. Et puis, il y a aussi toutes les interventions dont on entend beaucoup parler à chaque fois qu'il y a une alerte sanitaire, type grippe aviaire ou autre. On range dans ces mesures de marché les aides que l'Union européenne peut apporter dans ce cas-là, s'il y a des abattages massifs de canards ou autre bétail. Et puis on a le quart restant, donc pour à peu près 14 milliards d'euros annuels, encore une fois pour les 27. Là, ce sont des chiffres 2022. Donc c'est notre fameux deuxième pilier de développement rural. Donc je le disais tout à l'heure, ce sont des aides à la modernisation des installations agricoles, tout ce qui est aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs, des aides spécifiques pour des zones à handicap naturel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est souvent les zones de montagne, par exemple. Toutes les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont censées compenser les surcoûts et les manques à gagner des agriculteurs qui, par exemple, basculent en agriculture biologique ou mettent en place des pratiques variées, plus respectueuses de l'environnement. Tout ça, c'est couvert par des aides du pilier 2. Plus, je le disais tout à l'heure, et c'est là qu'on trouve parfois des bénéficiaires un peu exotiques, plus des mesures de développement local en zone rurale. Voilà, en tout cas, les deux piliers. Si on prend un petit peu dans la diapo suivante, un peu de recul historique, alors là, je suis remonté en 1985. Donc, il y a deux choses. Il y a une courbe et des barres d'histogramme. Donc, la courbe qui se lit à droite sur le graphique, sur l'échelle de droite, c'est la part du budget de la PAC dans le budget européen. Donc le premier constat, c'est quoi? C'est les couleurs? Comment? Alors attends, on va supprimer ça. Pour l'instant, donc là, la courbe noire. C'est la ligne noire, c'est voilà, la part du budget de la PAC dans le budget européen. Voilà, et on voit que les 60 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, ça représente aujourd'hui, si on regarde à droite, ça représente un petit peu moins de 40% du budget de l'Union européenne, et on voit qu'on vient au milieu des années 80 de 53% à peu près du budget européen qui était consacré à la PAC, même si en volume, donc là on regarde les barres d'histogramme qui se lisent à gauche, donc budget PAC en milliards d'euros. Le budget de la PAC au début des années 80, au milieu des années 80, c'était 20 milliards d'euros à peu près, et aujourd'hui, je l'ai dit, c'est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Donc, on a eu un triplement du budget de la PAC en volume donc depuis 1985, mais la part de la PAC dans le budget européen a nettement baissé, puisqu'on est passé de 53% à un peu moins de 40%, même si dans les deux cas, la PAC reste une politique centrale et une politique qui domine les autres. Ce qui donne une idée de l'augmentation faramineuse du budget global de l'Union européenne, qui tout à fait. En soi une bureaucratie proliférante, comme on en connaît tant en France. Tout à fait. On rappelle que sur une année, le budget de l'Union européenne, budget global, c'est de l'ordre de 168, 170 milliards d'euros. Et en fait, il y a eu un jeu de bascule
enfin en tout cas toutes les politiques de cohésion, donc pour établir, compenser certaines inégalités entre États membres, on fait l'objet d'une politique de cohésion qui est le deuxième budget de l'Union européenne après la PAC. Ça explique ce recul, non pas en volume, mais en pourcentage de la PAC dans le budget européen. Et en fait, ce qu'on voit surtout, ce que je trouve intéressant dans ce graphique-là, c'est pour le coup les couleurs dans les barres d'histogramme. Donc, nous avons en bleu les subventions à l'exportation que j'évoquais tout à l'heure, donc les mesures de marché. En vert, on a toutes les autres mesures de soutien au marché, notamment les prix planchers. Ensuite, on a en violet les paiements directs, et puis on a le deuxième pilier qui est apparu dans les années 90, fin des années 90, de développement rural. Et ce qui est très net quand on regarde juste le jeu de couleurs, c'est la disparition quasi complète, des subventions à l'exportation, la disparition quasi complète, ça représente plus de 4%, je le disais tout à l'heure, des mesures de marché. Et par contre, ce qui a considérablement progressé, eh bien, ce sont ces paiements directs. Donc, cette logique de carnet de chèques où on verse directement des aides, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la superficie des fermes pour l'essentiel, ou parfois en fonction de la production pour un reliquat d'aide. Et puis est apparu en complément, eh bien, le développement rural, donc ce deuxième pilier qui représente aujourd'hui nos 25% que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est très net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 10 euros d'aide versés aux agriculteurs européens, eh bien, il y en a 7 qui relèvent de cette politique du carnet de chèques, de ces aides directes, de ces paiements directs qui sont ici représentés en violet et qui ont pris une place considérable au fil des ans et au fur et à mesure que les mesures de soutien, de régulation, de subventionnement reculaient. Ce qui affirme au passage quand même l'idée, le préjugé selon lequel l'Union européenne, c'est le paradis du néolibéralisme, où oui. l'État se désengagerait. En réalité, l'État est devenu une espèce d'intermédiaire sur le marché agricole et est un élément, un acteur de l'agriculture européenne à part entière. Tout à fait. Donc déjà que la logique même de la PAC, c'était la régulation et la subvention. On a franchi une étape à partir du début des années 90 et on est vraiment dans du paiement direct à l'agriculteur, une espèce presque de revenu agricole universel d'une certaine façon. D'ailleurs, quand Ciotti a proposé en mars, lors de la crise agricole en France et dans d'autres pays européens, quand il a proposé d'instaurer un SMIC, en réalité, il ne fait que traduire la réalité d'une grande partie des modalités de versement de la PAC. La France maintenant dans tout ça, la France, donc on l'avait dit, il y a 2 émissions je crois, elle reste d'assez loin la première bénéficiaire de la PAC, avec 54 milliards d'euros. Donc là, attention, pas de méprise, hein, c'est sur toute la période 2014-2020. Donc on est sur les 6 années de cette législature-là. Donc numéro 1, la France, ça fait à peu près 9 milliards d'euros par an, les 9 milliards d'euros par an qu'on évoquait il y a 15 jours. Suivi ensuite de l'Allemagne, ex aequo avec l'Espagne, 35 milliards d'euros, encore une fois pour les 6 ans 2014-2020, puis l'Italie, 27 milliards d'euros, et enfin la Pologne, qui se plaint beaucoup, 23 milliards d'euros. Donc en fait, en 6 ans, sur une mandature de 6 ans, la France, elle capte à peu près une année entière de PAC, puisque en 6 ans, la France a récupéré 54 milliards d'euros d'aide, ce qui est à peu près le budget annuel de la PAC. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en titre qu'elle capte à elle seule 16% du total de la PAC. Ramené sur une base annuelle, l'Allemagne et l'Espagne, c'est à peu près 6 milliards d'euros par an, un petit peu moins. L'Italie, 4,5 milliards d'euros. Et la Pologne, 4 milliards d'euros. En réalité, on voit que dans la diapo d'après... Donc, on insiste quand même sur le fait que tu es bâtonné. C'est bien un budget sur 6 ans. 5 ans. Oui. Et pas sur 6 ans d'ailleurs, et pas, oui, sur une seule année. Il y a pas, voilà, tout à fait. Diviser les sommes par 6. Là, par contre, on a pour la France année après année, donc je suis remonté aussi loin que j'ai pu, donc depuis 2000, et on voit que bon an, mal an, les chiffres sont à peu près stables, avec quand même 2022 des aides historiquement
élevé, mais la moyenne depuis 2000, c'est, je l'ai calculé, c'est 7,5 milliards d'euros, avec les mauvaises années, si je puis dire, 6 milliards d'euros, et puis le plus haut historique en 2022 de presque 10 milliards d'euros. Donc quand Gabriel Attal, sur sa meule de foin, dit la PAC pour les agriculteurs français, c'est 10 milliards d'euros, c'est vrai pour 2022, mais la moyenne, c'est plutôt 7, 7,5 sur les 20 dernières années. Le problème, quand on gratte un petit peu ces aides, et là je recentre sur la France, c'est que ces aides sont extrêmement morcelées, mal réparties, saupoudrées, etc. Donc, je suis parti sur une base de 400 000 exploitations agricoles en France. Je suis parti généreusement sur l'année FAST 2022 où 9,5 milliards d'euros d'aides ont été distribués. Et donc, on trouve une aide moyenne en France par exploitation, dont on va voir qu'elle n'est pas du tout représentative, de 24 000 euros. En réalité, quand on regarde le 6e décile, il est à 8 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Explique-nous ce qu'est un décile. Va. Tout à fait. Ça veut dire que 6e décile, un décile c'est 10%, donc le 6e décile, ça veut dire que 60% des bénéficiaires de la PAC n'ont pas du tout touché 24 000 euros, ça c'est la moyenne, ils ont touché moins de 8 000 euros, ils ont touché 8 000 euros maximum. Pire encore, le 3e quartile, donc c'est 75%, 75% des bénéficiaires de la PAC en France en 2022, eh bien, ont touché moins de 5 000 euros d'aide. Donc en réalité, on voit que beaucoup de bénéficiaires, 3 sur 4, eh bien, touchent un petit chèque annuel de moins de 5 000 euros, avec donc une moyenne qui n'est pas du tout représentative. Et ce qui explique qu'on ait nos 10 milliards d'euros, eh bien, c'est la fameuse prime à la grande taille que j'évoquais. Donc, un premier secteur que je n'ai pas fait figurer, mais qui capte 1 milliard d'euros par an d'aide, c'est l'industrie agroalimentaire, puisque par définition, ce sont des très grands industriels. D'ailleurs, deux maisons de champagne du groupe Pernod Ricard ont défrayé un petit peu la chronique en indiquant avoir touché, je crois que c'était en 2023, à L2, 5 millions d'euros de la PAC. On voit que cette prime à la grande taille, ça veut dire quelque chose de concret. Si on regarde le secteur, les deux segments d'activité agricole qui touchent le plus de PAC, c'est les grandes cultures et c'est l'élevage. Le top 10 des céréaliers a touché en 2023 6 millions d'euros de PAC et le premier a touché 880 000 euros. C'est une somme très conséquente qui est liée, encore une fois, à ce mécanisme de calcul et de versement de l'aide qui, encore une fois, est fonction de la superficie de l'exploitation agricole. Donc, en l'occurrence, c'est une société anonyme de production de riz en Camargue qui a bénéficié entre le 15 octobre 2022 et le 15 octobre 2023 eh bien, d'une aide PAC de 880 000 euros. Si on regarde l'élevage, même logique, le top 10 a bénéficié de 2,6 millions d'euros d'aide de la PAC en 2023 et le premier, à lui tout seul, eh bien, a obtenu une subvention de 430 000 euros. C'est un éleveur de Haute-Vienne. Et là, l'explication, eh bien, c'est à la fois la superficie et puis probablement le nombre de têtes de son élevage qui lui a permis d'avoir cette subvention. Et puis, j'évoquais tout à l'heure des bénéficiaires un peu surprenants dans le cadre du développement rural, du FEADER. Donc, quand vous allez, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à le faire, vous allez sur le site Télépac, je crois que c'est télépac.fr, et vous avez la liste de tous les bénéficiaires de la PAC, que vous choisissez votre année. Donc, moi, j'ai pris 2023. Et vous trouvez, notamment au titre du pilier 2, donc au titre du développement local rural, eh bien que des acteurs culturels ont touché des aides de la PAC. C'était le cas, par exemple, du théâtre du Tampon à La Réunion, qui a touché une subvention de la PAC de presque 300 000 euros. Ça a été le cas du théâtre Louis Jouvet à Rethel, dans les Ardennes, par exemple, 26 000 euros. Le musée de Gergovie, dans le Puy-de-Dôme, 86 000 euros. C'était cher. Tout à fait. On trouve des associations sportives, le comité de course départemental d'orientation de la Corrèze, je sais bien que c'est une terre de président, mais quand même 21 000 euros. Le comité régional d'équitation de Normandie, 12 000 euros. Et puis des intercos aussi. Vous avez la mairie de Montagnac dans l'Hérault, 152 000 euros. On n'est pas quand même sur de la petite subvention. Et donc, on voit quand même qu'on est quand même assez loin de l'esprit de la PAC que j'évoquais tout à l'heure, tel que conçu dans le traité de Rome et tel que mise en œuvre à partir de 62,
qui était une garantie de revenus aux agriculteurs. Et on voit que le pilier, les fameux 25%, le deuxième pilier, fait quand même l'objet d'aides, voilà, que j'ai qualifié, pour rester gentil, de saupoudrage étonnant, pour ne pas dire de clientélisme. Diapo d'après, je me suis interrogé sur voilà, ce qui est dans les tuyaux pour 2023-2027. Donc, on a vu que le PPE gardait sa majorité, et donc ce qui était dans les tuyaux en 2023 devrait se poursuivre concernant la PAC. Et la PAC 2023-2027, donc je lis les textes, hein, c'est une PAC plus axée sur les performances, donc ça c'est son ambition économique, on va voir de quoi il en retourne, plus verte, une ambition environnementale, et plus équitable, une ambition sociale. Et donc dans son ambition économique, dans son volet économique, eh bien on trouve des choses très Great Reset compatibles, soutien aux protéines végétales par exemple. Donc là, ça peut inclure, pas que, mais ça peut inclure les insectes, la refonte des aides bovines. Il y a des bonnes choses aussi, hein, l'instauration d'une aide au petit maraîchage. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller dans le bon sens. Et puis, il y a des choses assez contrastées. D'un côté, aide au petit maraîchage, et puis de l'autre côté, élevage extensif en zone de montagne. On voit qu'on aide parfois le petit, parfois le gros. Dans le volet environnemental, c'est le fameux Green Deal, hein, la neutralité carbone de l'Union européenne à horizon 2050. Et donc là, ce sont des mesures d'aide pour utiliser moins d'engrais, moins d'intrants, mais aussi, autre point qui va plutôt dans le bon sens, il y a une nouvelle aide qui est mise en œuvre qui s'appelle l'éco-régime, qui vise à aider les agriculteurs à diversifier leur production et à être plus autonomes. Il faudrait voir concrètement ce que ça veut dire pour la Commission européenne, plus diversifié et plus autonome, mais en tout cas, sur le papier, ça va plutôt dans le bon sens et ça réduit un petit peu ce biais de prime à la taille que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, dans le volet social, on a un renforcement du soutien aux jeunes agriculteurs. Et puis, on a la mise en œuvre d'une conditionnalité sociale des aides. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre d'aides de la PAC eh bien, ne seront attribuées que sous certains critères, notamment de respect du droit du travail. On peut penser, par exemple, pour le traitement des saisonniers agricoles. Voilà pour le cap 2023-2027. Donc, il y a, je dirais, l'esprit reste le même. Après, ponctuellement, il y a quelques petites mesures, hein, comme l'aide au petit maraîchage ou la diversification et la montée en autonomie de certains producteurs qui peuvent aller dans le bon sens, même si on redoute toujours la façon dont la bureaucratie européenne va mettre en place des idées qui, à la base, sont parfois bonnes. Mais est-ce qu'on sait combien la PAC coûte aux agriculteurs français? Est-ce qu'on sait de combien on contribue? Ou est-ce que, au fond, la PAC est noyée, le financement de la PAC est noyé dans les contributions annuelles? Donc, on sait que c'est à peu près 26 milliards d'euros de mémoire. Et en Voilà. fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on met 26 milliards dans l'Union européenne et au Oui. titre de la seule PAC, on en retire 10 milliards en 2022. Voilà, entre 8 et 10 milliards, exactement. On en retire 10 milliards à peu près, donc plutôt 6 milliards avec des politiques de cohésion. Et donc, on a un delta, qu'est-ce qu'on a dit, 26-16 à peu près de 10 milliards. On est contributeur net chaque année au budget de l'UE à raison de 10 milliards d'euros. C'est ce qui m'avait fait dire la semaine dernière que lorsque quitter l'UE, eh bien, ça ne fait pas économiser 25 milliards, ça fait économiser 25 milliards, moins les aides qu'on ne toucherait plus. Et donc, ça fait économiser plutôt 10 milliards d'euros par an, même un petit peu moins. Est-ce que on a une idée de l'impact de la PAC sur la vie des agriculteurs et sur la production agricole? L'idée, c'est qu'on est sur des aides qui sont indépendantes de la production et qui tombent comme un couperet à partir du moment où on remplit ou pas d'ailleurs les critères. Donc, j'ai le sentiment que, en tout cas, dans les revendications qui étaient celles des agriculteurs, plutôt les non syndiqués d'ailleurs du mois de mars, lorsqu'ils disaient je veux pouvoir facturer, je veux pouvoir retrouver mes prix, on sent bien que au-delà de la paperasserie que l'obtention de ces aides implique, on sent que ce qui leur pèse le plus, c'est le fait de toucher de l'argent mécaniquement, qu'ils produisent ou pas, qu'ils vendent ou pas, et indépendamment de ce qu'ils produisent.
Donc, il y a le sentiment d'une grande opacité entre ce qui est produit et les aides en face auxquelles ces exploitants agricoles ont droit. D'autant, encore une fois, hein, que moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette petit travail de recherche, c'est cette décorrélation des aides vis-à-vis du type de production, simplement basée sur les mètres carrés qu'on exploite, puisque, je le rappelle, hein, c'est peut-être un des points à retenir, 85% de ces 75% du budget de la PAC, donc on est sur à peu près 2 tiers de 2 euros sur 3 des aides qui sont versées par la PAC aux agriculteurs, eh bien, relève simplement de cette logique bureaucratique et comptable des mètres carrés que vous exploitez. Et c'est ce qui fait que, à la sortie, 75% des bénéficiaires ont moins de 5 000 euros par an d'aide, et puis on a des très gros qui captent, que ça soit dans l'industrie agroalimentaire, que ça soit dans les grands céréaliers ou que ça soit dans les éleveurs, eh bien, qui captent des aides à 6 chiffres. Bon. Mais écoute, merci de ces éclairages qui rappellent que la PAC est une grosse machine compliquée Tout à fait. avec ses injustices ou ses zones d'ombre, mais qui rapporte quand même à l'agriculture française une somme non négligeable. Et donc, Tout à ça ne fait. signifie pas qu'on doit être pour la PAC, ni qu'on doit se dire Non. qu'est-ce que l'Europe nous aide, mais ça tempère un peu la théorie selon laquelle on perd 26 milliards d'euros annuels en finançant les politiques européennes et la Commission européenne à pure perte, puisque c'est souvent ça l'idée qui ressort. En réalité, on récupère, au moins nos agriculteurs récupèrent une somme non négligeable, et comme tu l'as très bien montré, une grande partie de cette somme est essentiellement faite d'aides directes, c'est-à-dire de paiement à l'agriculteur, de complément de revenus. Et ça, c'est pas négligeable parce que ça améliore le train de vie de nos agriculteurs. Donc, on le redit, puisque je sais qu'on va encore avoir des critiques, ça ne signifie pas que l'Europe c'est bien, qu'on est pour l'Europe et que tout va bien. Ça signifie simplement que lorsqu'on critique l'Europe, à juste titre de mon point de vue, il faut savoir replacer les chiffres dans le contexte et notamment replacer les coûts de l'Union dans leur contexte. D'autant qu'avec le site Télépac que j'évoquais tout à l'heure, les choses sont très transparentes. Et si vous voulez savoir, moi, je vis dans un territoire rural maintenant, j'ai pu découvrir exactement le montant des Que ton subventions de mon voisin voisin gagnait plein d'argent. qui est éleveur de charolaises. Alors, je ne sais pas exactement, je ne suis pas allé compter le nombre de vaches dans son pré, mais si je le fais, ben, je vais retomber probablement sur le montant de la subvention par tête de bovin. Donc, les choses sont transparentes de ce point de vue-là, et ça, c'est un point positif. Bon, mais écoute, merci à toi. Ce qui serait sympa, c'est que la semaine prochaine, on aborde les questions de financement des développements régionaux, locaux, puisque l'Union européenne finance. On voit d'ailleurs, de temps en temps, on passe dans les rues, on voit une pancarte avec coût des travaux X millions, dont Y centaines de milliers d'euros ou Y millions financés par l'Union européenne. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une vision de ces fonds qui financent les développements régionaux et qu'on sache là aussi combien on retire de chacun de ces fonds. Très bien, les FEDER et compagnie. Là. Ça marche. À la semaine prochaine, Florent. Merci, à bientôt.